Ève de Gary-Lamanque, conservatrice de l'art contemporain au Musée régional de Rimouski, nous entretient sur le refus global, les automatistes et Françoise Sullivan. Un petit peuple serré de près, aux soutanes restés les seuls dépositaires de la foi, du savoir, de la vérité et de la richesse nationale. Tenus à l'écart de l'évolution universelle de la pensée pleine de risques et de dangers, éduqués sans mauvaise volonté, mais sans contrôle, dans le faux jugement des grands faits de l'histoire, quand l'ignorance complète est impraticable. Ça, c'est un extrait du manifeste du refus global qui a été rédigé par Paul-Émile Borduas en 1948 et publié la même année. C'est un texte qui critiquait l'époque, tout le système en fait, qui se voulait social, idéaliste, revendicateur. Le refus global, on pense souvent que c'est uniquement un manifeste, où en fait, on parle surtout du manifeste en oubliant ou en mettant de côté le fait que c'est aussi un recueil de textes assez important. Alors bien sûr, dans cet ouvrage, on retrouve d'abord le manifeste de Borduas, un essai et un lexique de cette même personne, mais aussi 3 pièces de théâtre de Claude Gauvreau, un essai sur la peinture de Bruno Cormier, qui était étudiant en médecine, un poème de Fernand Leduc et un essai sur la danse moderne et contemporaine par Françoise Sullivan. Donc, ce qui est assez particulier, c'est qu'aujourd'hui, souvent, lorsqu'on parle des automatistes, il nous arrive d'oublier que c'est un mouvement qui était très, très multidisciplinaire, où est-ce qu'il y avait énormément de collaboration entre les différents membres du groupe, qui se réunissaient pas seulement pour créer, pour faire de l'art, mais aussi beaucoup pour réfléchir et repenser le monde. Dans le fond, on se retrouvait dans un Québec à l'époque qui était gouverné par l'Église. On pense au gouvernement de Maurice Duplessis, très, très conservateur à plein de niveaux, un gouvernement puis une pensée collective, en fait, qui se voulait avoir peur de tout ce qui était étranger. On avait peur de la progression, on avait peur de se moderniser, on avait peur de perdre notre identité collective, de se dissoudre, d'aller loin de Dieu. On voulait, dans l'Église catholique, en fait, on se devait de renier notre corps. On se devait d'être toujours plus proche de Dieu, de penser à l'autre avant de penser à soi. Il y avait une notion de sacrifice qui venait avec tout ça. Puis en fait, les automatistes, ils arrivent, eux, avec leurs idées, pas seulement avec leur art. Puis ils se disent, en fait, nous, ce qu'on doit faire, c'est très, très important, autant en tant que collectivité qu'en tant qu'individu, qu'on réussisse à se connaître nous-mêmes au « je », qu'en tant qu'artiste, en tant que personne, on aille au plus profond de soi pour apprendre à connaître qui on est. Définir notre identité d'individu, mettre le « je » dans le « nous », finalement. Alors, les automatistes avaient des idées qui étaient bien ancrées dans le contexte québécois. Par contre, bien certainement, les inspirations viennent en partie d'ailleurs. L'automatisme, c'est entre autres inspiré de toutes les pensées d'André Breton puis du surréalisme européen. Cependant, on s'en distingue rapidement au Québec, puis même dans le contexte nord-américain d'une manière plus générale. Parce qu'alors qu'en Europe, André Breton, lui, il y allait avec l'écriture automatique, par exemple. Donc, on essayait d'aller au plus profond de soi, d'être super intuitif, extrêmement spontané, puis une façon de l'être, c'était par l'écriture. Bien, au Québec, on voit qu'au lieu de privilégier l'écriture, on va plutôt aller vers la peinture, puis dans le geste. Alors, ce n'est pas les mots, c'est véritablement le geste de la peinture. Aussi, on s'éloigne des Européens parce qu'on va dans la spontanéité du geste, on va dans l'action, on s'éloigne aussi de la figuration. Donc, alors qu'on peut penser qu'en Europe, avec des peintres comme Dali, par exemple, qui sont surréalistes, mais qui traitent beaucoup de la question du rêve. C'est comme ça qu'on va vers l'inconscient, vers le subjectif, vers l'intuition, tous les liens encore avec Freud, Jung et tout qu'on voit en Europe, bien, il reste que c'est beaucoup avec le rêve, puis ce qu'il en ressent, c'est des œuvres qui sont peut-être plus détaillées, qui demandent quand même une réflexion assez longue, qui prennent du temps à produire, alors qu'au Québec, puis en fait, comme partout en Amérique du Nord, on vraiment dans le geste, on décide de rien faire de figuratif, on
déjoue complètement les codes que nous ont transmis l'académisme, on fait des œuvres qui sont un peu plus difficiles à comprendre aussi pour le regardeur parce qu'on est tellement dans l'action, puis on va tellement à l'encontre de l'académisme en peinture, en sculpture, en danse, qu'en fait, ce qu'on nous présente, ça va nous prendre de nouveaux codes pour le comprendre. Alors, toutes ces préoccupations sur le mouvement, sur la réappropriation du corps, sur l'introspection, sur le désir d'authenticité, essayer de se retrouver en tant qu'individu dans une collectivité, d'aller vraiment au plus profond de soi. Françoise Sullivan fait tout ce cheminement-là, mais dans le médium de la danse. Sullivan, elle, avait envie donc de révolutionner toutes ses idées, de revoir ses codes, de proposer quelque chose de différent, une danse qui est spontanée, où est-ce qu'on avait de l'improvisation, où est-ce qu'on prenait en considération l'espace, la gravité aussi. Donc, au lieu d'aller à l'encontre de la gravité, on pouvait utiliser notre propre poids, puis les mouvements naturels du corps et les mettre à profit dans une danse nouvelle. Alors, Sullivan, dans son essai « La danse et l'espoir », va nous dire, par exemple, « La danse académique, celle qu'on nous présente encore et à retard, offre exclusivement au spectateur un plaisir des yeux par une virtuosité exceptionnelle des jambes, à l'encontre du reste du corps, étant uniquement à s'affranchir des lois de la pesanteur. Le danseur, astreint aux méthodes désuètes, devient un instrument de mécanique, exécutant des mouvements dépourvus de sens, et le chorégraphe répète dans un langage facile et desséché ce qui fut déjà dit. On fait de la danse pure, l'art pour l'art, expression de décadence, cristallisation et mort. Alors, toutes ces idées, ces préoccupations-là déjà qu'on avait chez Sullivan dans les années 40, alors qu'elle était membre des automatistes et travaillait surtout en tant que chorégraphe et danseuse, bien en fait, c'est des notions qui vont rester présentes pendant toute sa carrière, qu'elle travaille en peinture, en sculpture, en art conceptuel ou en performance, par exemple, elle va toujours s'intéresser à l'énergie primale, à la relation du corps avec son environnement, à cette espèce d'équilibre entre corps et esprit. Elle va toujours être à l'écoute de son intuition. Elle va avoir aussi un intérêt très, très fort pour tout ce qui est mythologique, civilisation ancienne, toutes ces idées également, ou ces motifs archétypaux qui sont communs à tous les peuples, qui sont universels, comme par exemple juste le motif du cercle ou de la spirale, qui revient partout dans toute civilisation, à travers toutes les époques. C'est des motifs qui sont récurrents dans le travail de Sullivan des années 40 jusqu'à aujourd'hui. L'exposition Françoise Sullivan, commissariée par Marc Langto et produite par le Musée d'art contemporain de Montréal, est présentée au Musée régional de Rimouski jusqu'au 31 janvier 2021. Le catalogue de l'exposition est disponible à la boutique du musée.